Qui commence? Écoutez, merci beaucoup donc, pour organiser cette conférence ou cette visioconférence. Merci au musée Sarnowski. Donc, comme vous l'avez dit, pour moi, ce sera la troisième intervention dans le cadre de cette Société des Amis du musée. Donc, je suis très heureux de retrouver quelques visages, de retrouver aussi quelques personnes du musée Guimet, puisqu'il y a, je crois, une dizaine d'années, j'avais fait aussi une conférence pour les amis du musée Guimet. C'est toujours agréable, disons, d'échanger aussi, de sortir un petit peu du monde strictement universitaire et puis de pouvoir rencontrer des passionnés et d'échanger sur différents sujets. J'ai rien de plus à rajouter de cette présentation. L'essentiel est dit. Ce que je rajouterais peut-être avant de commencer, c'est qu'on avait réfléchi ensemble avec Nicolas de faire une présentation qui n'est pas là non plus une présentation universitaire, c'est plus un échange, le croisement de regards de l'historien que je suis et puis du photographe que Nicolas est, sur le même sujet qui est le Vietnam, et en particulier donc certains éléments centraux de sa civilisation, que sont notamment ses sanctuaires et ses pagodes. Et donc c'est plus sous le compte de l'amitié que l'on a créé en fait cette conférence que l'on souhaite vous présenter. Donc, je me présente brièvement. En fait, je travaille depuis 1987 au Vietnam. Au début, j'y suis allé pour faire des reportages. Et puis, petit à petit, j'ai travaillé pour des livres. Et puis, j'ai monté aussi des ateliers photos et travaillé aussi en tant qu'éditeur là-bas. Donc, si je commence un peu sur le sujet, je dirais qu'en 1987, quand je suis arrivé au Vietnam, les pagodes servaient de petits dépôts, de petites manufactures. On entreposait à l'époque euh, du petit matériel qui servait à faire des manufactures et des choses comme ça. Le bouddhisme était à l'époque très mal vu. Le fait d'entrer dans une pagode vous faisait devenir un peu suspect. Et donc, j'étais très étonné parce que pour moi, les lieux de culte en Occident, c'était un peu des lieux où chacun se retrouvait comme il le souhaitait. Et j'étais un petit peu surpris parce qu'en voulant visiter des pagodes, à l'époque, c'était déjà un petit peu subversif. Et donc je les ai visités petit à petit, mais j'ai eu beaucoup de surprises. Et le début de mon travail pour ce livre Vietnam Pagode, en fait, a été commencé parce que je me suis aperçu qu'il y avait des problèmes de conservation au Vietnam, et donc je vous en parlerai un peu plus tard. Et je laisse Pascal faire son introduction du sujet. Très bien, merci Nicolas. Donc, quelques idées, disons, pour présenter, si vous voulez, vous avez compris que l'objet central de cette conférence, c'est à la fois discuter des pagodes et des sanctuaires du Vietnam, en prenant vraiment pour pivot l'ouvrage que Nicolas a publié en bilingue il y a 2 ou 3 ans maintenant. L'idée, donc, c'est de vous présenter rapidement quelques repères pour voir de quoi l'on parle. Donc, le premier point, c'est voilà, de croiser le regard du photographe. Donc, Nicolas vous a rapidement exprimé son projet. Mon regard à moi en tant que chercheur est parfois différent. Ce n'est pas forcément un regard qui cherche l'esthétique, qui cherche vraiment à sentir les lieux, mais c'est parfois des matériaux qu'on utilise, nous, en tant que chercheurs, soit pour constituer des archives visuelles, soit pour réutiliser ça après dans nos propres recherches. Et c'est aussi pour susciter des nouveaux points de vue et des nouveaux regards aussi sur ces sites que l'on visite sans que l'on perçoive forcément toutes les dynamiques et tous les aspects que l'on peut voir dans une pagode. Et d'une certaine façon, pour un historien, pas uniquement, mais disons pour des chercheurs en sciences sociales, l'image aujourd'hui, c'est aussi réfléchir sur la visibilité du fait religieux. Et ça peut être là aussi parfois un paradoxe
que de rendre visible ce qui, dans le religieux, est parfois soit invisible, ou soit qui souhaite rester invisible. Donc il y a cette question intéressante entre ce que l'on laisse voir et ce que l'on peut voir aussi, ou ce que l'on arrive à percevoir euh, selon le regard que l'on porte sur différents lieux de culte, sur différentes pratiques, sur différentes gestuelles qui expriment beaucoup de choses, quoi. Euh, Quelques repères donc, que je vais vous présenter, des repères à la fois historiques, géographiques, statistiques, pour voir de quoi l'on parle au Vietnam, pour discuter ensuite du différent statut que l'on attribue aussi au sanctuaire, parce qu'une pagode, on a tendance à parler de pagode qui englobe la totalité des espaces religieux au Vietnam, mais une grande partie de ce qu'on appelle les pagodes, en fait, n'en sont pas. Donc, ce sont des sanctuaires dans lesquels on trouve, bien sûr, beaucoup d'éléments, soit exogènes, soit qui se sont mélangés et qui créent ces lieux de spiritualité assez originales, qui sont des éléments centraux, bien sûr, à la fois de l'histoire, mais aussi aujourd'hui de la culture vivante du Vietnam. Et un dernier point que je présenterai très brièvement, donc, c'est l'actualité aujourd'hui du bouddhisme, quelle est la place du bouddhisme dans la modernité, que l'on va voir donc précisément ensuite à travers la lecture de l'ouvrage de Nicolas. Et ensuite, on prendra donc l'ouvrage tel qu'il a été conçu en trois grandes parties, disons, où on va descendre le Vietnam du nord au sud pour voir toute la diversité de ce bouddhisme vietnamien. Donc, quelques repères aussi à travers ces quelques cartes pour rappeler que l'histoire du Vietnam, c'est une histoire multiséculaire, millénaire, qui est une longue descente du nord du delta du fleuve Rouge vers le sud du delta du Mékong et qui, au cours de ces au cours de ces siècles, donc, a conquis différents territoires et essentiellement, donc, vous voyez, le territoire central du Champa, qui était un royaume hindouisé avec une forte culture religieuse, et ensuite tout le sud du Vietnam, qui pendant de très longs siècles a fait partie de l'espace Khmer, et d'où l'on trouve naturellement tout un héritage de ce bouddhisme qui est un bouddhisme cambodgien, bouddhisme Theravada, avec là aussi des éléments de culture et de croyances populaires encore très fortes que l'on trouve encore aujourd'hui. La carte de droite, donc c'est la carte du missionnaire Taber, qui date de 1838 et qui vous montre en fait l'expansion maximale du Vietnam à cette époque-là et qui est globalement le Vietnam que l'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, cette grande descente, cette histoire multiséculaire qui est à garder en tête pour comprendre aussi les diversités, la richesse de la diversité culturelle régionale et que l'on perçoit aussi bien sûr dans le bouddhisme. Le bouddhisme donc qui est né en Inde et qui au cours des siècles aussi s'est diffusé dans toute l'Asie et dans tout l'Extrême-Orient, comme vous le voyez sur cette carte, et qui selon les endroits donc a donné naissance à des différents véhicules, à différentes traditions. Bon, bien sûr, le bouddhisme qui provient des grandes traditions des religions indiennes, qui s'est diffusée en Inde jusqu'à Sri Lanka, aujourd'hui Ceylan, avant de quasiment disparaître de la péninsule, et qui s'est surtout diffusée donc vers la Haute-Asie, vers l'Asie du Sud-Est et bien sûr vers le monde chinois. Et cette présence et cette diffusion vers le monde chinois, cette rencontre aussi avec les grandes traditions de la culture chinoise, notamment des religions archaïques, mais aussi du confucianisme et du taoïsme, explique aussi la structuration très particulière de ce bouddhisme qu'on appelle le bouddhisme Mahayana, qui se dissocie très fortement du bouddhisme primitif, mais aussi de ce bouddhisme Theravada, qui est beaucoup plus monacal, qui s'est développé depuis Ceylan à partir du XIIe siècle pour se diffuser en Asie du Sud-Est. Donc il y a ces grandes rencontres de ces traditions du bouddhisme que l'on peut voir à travers ces voies de circulation, celle-ci plus particulière, plus resserrée, qui montre là aussi les différentes circulations du bouddhisme, en rappelant que le bouddhisme, le Vajrayana, donc le bouddhisme tantrique, beaucoup plus ancré dans les traditions indiennes, que l'on considère parfois comme un bouddhisme ésotérique, qui est très proche aussi du bouddhisme de la Haute-Asie et du bouddhisme tibétain, est également présent, donc, mais de façon plus discrète, mais réelle, donc, dans ces territoires de l'Asie du Sud-Est, et en particulier donc, du Vietnam. Ces trois photos pour vous montrer que le Vietnam, donc, pardon,
le bouddhisme est une réalité très très ancienne qui peut remonter jusqu'au IIe siècle, que l'on perçoit encore aujourd'hui dans des constructions très anciennes. La pagode du Haut, donc Nicolas la commentera plus tardivement, qui est une des pagodes d'origine, bien sûr, qui a été rénovée, reconstruite, mais qui incarne matériellement et symboliquement aussi cet espace bouddhique dans le nord du Vietnam. La photo du centre, qui est la photo de la pagode Thiên Mu à Hue, pour rappeler que là aussi, à l'époque du XVIIe siècle, la dernière dynastie vietnamienne des Nguyen, qui était encore basée dans le centre du Vietnam avant qu'il ne réunifie la totalité du pays, a également été un grand patron du bouddhisme. Et la dernière photo, donc l'expression même de ce bouddhisme cambodgien, toujours présent et que l'on peut percevoir dans des magnifiques pagodes d'une architecture vraiment du bouddhisme Theravada très spécifique. Donc, pour rappeler aussi que ce bouddhisme a été au cours du début du... pardon, pas le bouddhisme en tant que tel, mais les pagodes ont été l'objet, comme le disait Nicolas, d'un grand travail de préservation, d'études aussi de l'architecture, et l'on doit notamment à Louis Bezacier, qui était un chercheur de l'école française d'Extrême-Orient, toute une carrière en fait qu'il a consacrée à l'histoire de l'art du Vietnam et en particulier à tout le travail de l'architecture et de l'analyse de la décoration des pagodes. Et on voit à travers ces quelques photos, ces clichés qui datent des années 20, des années 30, tout ce travail qui a commencé donc à exhumer un passé que l'on connaissait encore peu et qui a défini les fondements même de l'histoire de l'art au Vietnam. Mais la réalité du Vietnam, c'est aussi essentiellement donc, ces pagodes modernes qui n'ont pas forcément un cachet architectural très, très monumental ou très, très, très expressif, mais c'est dans ces lieux que se vive vraiment le bouddhisme au quotidien. J'ai pris cette photo d'une pagode, la Chuo Linsen, qui se trouve au cœur de Saigon, qui est une pagode du début du XXe siècle, qui a été le lieu, en fait, le siège de la première association du bouddhisme de Cochinchine à l'époque, au moment de la rénovation, au moment où le bouddhisme reprend pied en fait dans la société moderne vietnamienne. Voilà, d'autres exemples de pagodes très modernes, du coup, là on n'est plus dans la période coloniale, mais on est dans la période des années 60-70, la pagode Vinh Nghiem que je présente ici, parce que c'est une des premières pagodes, alors qui n'a pas forcément un intérêt architectural important, mais il faut noter que c'est une des premières pagodes, comme vous le voyez, construite en béton armé, où là on passe de la tradition des pagodes traditionnelles en bois, en tuiles, etc., avec une possibilité, grâce aux nouvelles techniques, notamment du béton armé, de créer des grands sanctuaires qui ne posent plus de problème de poids, de toiture, etc. Voilà, d'autres exemples de ces pagodes modernes, évoquant aussi, mais on y reviendra aussi, la pagode Saleuil, aussi, qui a été le lieu, bien sûr, de l'expression même de ces mouvements bouddhistes anti-guerre au cours des années de guerre du Vietnam dans les années 1963. Je rappellerai aussi que le bouddhisme vietnamien, c'est aussi le bouddhisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui à l'étranger, du fait d'une importante diaspora à l'étranger, que ce soit en France ou aux États-Unis ou ailleurs. Et là, je vous montre aussi quelques clichés de cette présence qui s'incarne aujourd'hui aussi dans des grandes pagodes qui ont pu être construites. Donc, vous voyez la pagode Hang Hain à Évry, qui est a priori la plus grande pagode vietnamienne d'Europe aujourd'hui, et un autre monastère qui se trouve en Californie, qui incarne aujourd'hui donc cette présence du bouddhisme qui n'est plus uniquement un bouddhisme de réfugiés, mais un bouddhisme donc de Vietnamiens vivant à l'étranger. Et la photo du haut qui rappelle bien sûr l'importance du village des pruniers et de ce bonze Thich Nhat Hanh qui, depuis de très longues décennies, a joué un rôle fondamental dans la diffusion d'un bouddhisme très particulier, de l'ordre de l'interrègne. Une petite statistique pour vous montrer que selon les statistiques officielles, on va dire, si vous regardez sur la ligne du Vietnam, 16,4% des Vietnamiens se considèrent comme bouddhistes. Ça leur représente à peu près donc 10 millions de personnes. C'est alors on pourrait longuement discuter sur ces statistiques. C'est juste pour vous montrer que on peut considérer
le bouddhisme comme une forme de bouddhisme culturel, où une grande partie de la population peut se considérer bouddhiste. Elle a les éléments fondamentaux des principes même du bouddhisme. Elle va à la pagode à différentes époques, mais d'après ces statistiques, donc 10 millions seraient des pratiquants. On peut faire la même distinction, comme on l'a fait en Europe, entre les chrétiens culturels, les chrétiens pratiquants, les chrétiens militants, etc. Voilà. Donc pour expliquer aussi que le bouddhisme, c'est une réalité historique, c'est une réalité culturelle, mais qu'il faut pouvoir définir différemment dans la pratique et surtout dans les différentes façons de pratiquer, que l'on pratique le bouddhisme de la méditation, que l'on pratique un bouddhisme à domicile ou autre. Une carte pour vous présenter rapidement la répartition géographique, donc vous voyez une ultra-majorité des bouddhistes qui sont présents essentiellement donc, dans le sud du Vietnam, dans le delta du Mékong en particulier. On verra quelques spécificités bien sûr, et puis bien sûr tout le long donc, du littoral, le cœur du delta du fleuve Rouge aussi, bien sûr. C'est une carte qui date des années d'une dizaine d'années, pardon. Je pense qu'elle a très peu évolué, mais vous voyez à peu près la répartition, donc les grandes villes, les grandes régions, et puis si on regardait démographiquement ou sociologiquement, on verrait que là, la pratique se distingue bien sûr entre les personnes âgées, la jeunesse, sur lesquelles on va revenir aussi. Voilà, donc très rapidement cette présentation pour peut-être relever aussi un paradoxe, un autre paradoxe pour parler du bouddhisme. Un des éléments fondamentaux du bouddhisme, c'est l'impermanence. Et cela peut être marrant, disons, de penser le bouddhisme à travers l'impermanence et de voir qu'en fait, il s'incarne comme toutes les grandes religions, enfin comme une grande partie des grandes religions, dans des sites, dans des lieux qui deviennent en fait des lieux historiques, qui deviennent des lieux patrimoniaux, qui peuvent être à l'encontre même, disons, du discours du bouddhisme qui considère que tout est impermanent. Il n'empêche que ces pagodes, et certaines pagodes patrimonialisées aujourd'hui, sont là pour lever précisément ce paradoxe. Et on en arrive donc à cette première question, et je vais rendre la parole à Nicolas. Donc, pourquoi un livre sur les pagodes? Et vous allez le voir à travers ces photos. Oui, donc bon, après tous les livres que j'ai faits sur le Vietnam, je me disais quelles sont les dernières promenades, les dernières balades qu'on peut se faire un petit peu en dehors des énormes villes qui commencent à être un peu tentaculaires et de ce côté urbain. Et je me suis dit, mais en fait, les moments de quiétude que j'ai eus et les moments les plus intéressants aussi au niveau culturel, c'était la visite dans les pagodes. Donc, au nord, j'ai commencé en me disant, bah, tiens, je suis à Hanoï, je vais aller voir une ou deux pagodes dans les avirons, dans les provinces les plus proches, à savoir à 20, 15, 20, 30 km de Hanoï. Et ma surprise a été vraiment énorme quand je suis allé sur un des principaux sites, qui est la pagode Phat Tik. Et quand je suis arrivé, en fait, voilà exactement ce que j'ai vu. C'est-à-dire que la pagode a été entièrement, on pourrait dire, déconstruite, démantelée et remplacée par des nouvelles structures de bois. Et donc, on a entièrement refait la pagode. Sans aucun scrupule. C'est un peu comme si vous arriviez au moment de voir Notre-Dame de Paris en train d'être restaurée et puis que vous voyez par terre, bloc par bloc, avec les numéros, comme on voit dans les temples d'Angkor ou à Borobudur, quelque chose d'entièrement désossé, je dirais. Et donc, pour moi, ça a été vraiment la folie de voir ça. Et peut-être tu peux montrer la prochaine image. Donc ça, c'est une autre pagode, Chamsan, aussi alors ça, c'est à l'ouest de Hanoï. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même terrible. Il faut absolument que je fasse une forme d'inventaire rapide des pagodes, de façon à ce qu'on préserve, en tout cas pour les chercheurs, pour nos enfants, pour l'histoire, qu'on fasse une espèce d'état des lieux à un moment T pour montrer quelles sont les particularités de ces pagodes, l'architecture, les détails artistiques, puisque quand même, il faut vous dire que pratiquement l'art, en tout cas dans le delta du fleuve Rouge, l'art n'est pas ou peu dans les musées. En revanche, il est énormément dans les pagodes. C'est un peu comme si vous vouliez voir le statuaire du Moyen-Âge et que vous alliez voir dans des cathédrales, vous allez découvrir voilà, le statuaire, vous aurez les plus beaux exemples
dans des cathédrales en France et qui n'auront pas été mis dans les musées. Donc là, on est à la pagode Keo, dans la province de Taibing, dans le delta du fleuve Rouge, qui a été construite un peu sous la forme, sous le clocher fait penser en tout cas dans les textes, à la fleur de lotus. C'est aussi une construction qu'on retrouve dans les pagodes japonaises. Et donc voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument faire le plus rapidement possible un tour déjà dans le delta du fleuve Rouge et en tout cas dans les provinces du nord du Vietnam, qui sont le berceau du Vietnam. À l'époque, c'était le Dai Viet, ce n'était pas encore le Vietnam. Et donc, je suis allé à la rencontre vraiment de ces sites, d'une part pour montrer le patrimoine, et puis aussi pour faire un petit état des lieux aussi, de voir quelles y sont les pratiques, quelle est la place du bouddhisme et quelles sont la place des autres, quelles sont les places des autres religions. Donc là, nous avons à gauche la pagode qui a été montrée tout à l'heure sous forme c'est comme une évocation des restaurations anciennes, une photo en noir et blanc. C'est la pagode Butap, où on a donc un Bouddha et derrière, on a le moulin à prière que les fidèles poussent et font tourner sur lui-même, un petit peu à la manière de ce qui est fait au Tibet, au nord de l'Inde. Et puis à droite, on a la pagode Tai Phuong, où on voit que, mis à part les statues, donc on a une statue de Quan Nam avec tous ses bras, mais au-dessus, les poutres elles-mêmes sont sculptées d'une manière vraiment magnifique. Et donc, c'est vraiment des éléments qu'on ne peut voir que dans les pagodes, on ne verra pas dans les musées, et qui montrent d'une part la dextérité et d'autre part le côté très artistique et la volonté d'une esthétique qui va servir le côté admiratif et voilà, le côté admiratif par rapport aussi au bouddhisme. Je te laisse continuer. Oui, quelques éléments. Oui, tu parles d'artistes. On voit que c'est l'intelligence peut-être de l'artisanat, le travail du bois, le travail de la laque, qui est très, très fortement marqué donc, dans ce nord du Vietnam et qui a donné donc, corps à ces statues de Bouddha, de Bodhisattva qui sont extrêmement belles et que l'on retrouve aussi aujourd'hui dans différents musées de mémoire. Il doit en avoir aussi au musée Guimet. Et donc à droite, donc la photo, la représentation, une des représentations donc du Bodhisattva Avalokiteshvara, donc sous sa forme donc de Quan Am aux 1000 mains et aux 1000 yeux. Et puis donc ce qu'on avait vu aussi au-dessus, donc c'est toute cette architecture, comme Nicolas l'a dit, qui peut être totalement démontée, qui est aussi une sorte de jeu de construction très très subtil dans ces pagodes. Donc là, ce sont différentes cloches pour représenter les différents éléments aussi, à la fois de décoration et bien sûr de pratique du bouddhisme dans ces pagodes. Je ne sais pas si tu peux expliquer. Alors, en haut à gauche, on est à la pagode Keo, et donc on a une pierre, un lithophone, qui sert aujourd'hui encore, hein, avec un petit stylet de bois, qui sert à appeler au moment de prière, au moment de partage de repas. Donc, toute la vie de la pagode est rythmée en tapant sur cette espèce d'ancêtre du gong. Et en dessous, on a la version cuivre du gong. Et à droite, donc en dessous, c'est à la pagode Thaï, c'est à l'ouest de Hanoï, et la pagode du maître. Et puis à droite, on a une autre pagode qui est au sud de Hanoï, la Chua Dao, et donc où on a une cloche qui ressemble à celle dont on a l'habitude en Occident. Là, on arrive aussi dans le domaine artistique. Donc, précédemment, c'est à la pagode de Tai Lak qu'on a des gravures sur bois qui ont été reproduites après. Et ici, on a à la pagode Dao, aussi donc au sud de Hanoï, où les pèlerins étaient accueillis sous un porche
et ils avaient la vue sur ces poutres qui étaient complètement sculptées et décorées, et où on retrace d'une part l'histoire des seigneurs locaux, mais aussi avec des éléments du bouddhisme. Donc on a une espèce de jonction entre la foi, l'art, et le côté didactique aussi, puisque c'était une époque où les gens ne savaient peu lire et écrire, et donc on enseignait aussi par le dessin et par les détails, comme on voit ici, représentant des sculptures. Donc ça, ce sont des éléments aussi à prendre en considération. La pagode est un lieu aussi où on s'éduque, pas forcément en apprenant, en lisant, mais aussi en regardant. Il y a des éléments, bien sûr, explicatifs, très souvent sur la vie du Bouddha, sur les enfers bouddhiques, comme on va le voir par la suite. Ici, on se trouve à Pho Minh, dans la province de Nam Dinh. Et donc, ce sont des détails de pierres sculptées. Les deux de droite et celle d'en bas à gauche, en fait, elles font partie du stupa qui a recueilli les cendres de Chan Nhan Tong, qui était un des grands, ou peut-être le premier grand roi bouddhiste du Vietnam au XIIIe siècle. Ici, on est à la pagode de Bu Thap, la pagode du pinceau, donc qui est à l'est de Hanoï. Et à gauche, on a la statue d'une donatrice. Donc, ce sont des statues de bois laquées, avec apparition aussi de dorures. Et à droite, cette image d'Avalokiteshvara qui est très intéressante parce qu'en fait, si vous regardez bien, elle est ni homme ni femme. En fait, au début, quand les statues sont parties d'Inde et ont été copiées petit à petit en direction de la Chine et qui ont traversé la Chine, quand elles se sont retrouvées au Vietnam ou au Japon, certaines d'elles, on a continué à les reconnaître grâce au haut de la tiare qui symbolise le petit symbole central qui symbolise le Bouddha. Mais en fait, on a perdu l'aspect masculin et est devenu parfois féminin et parfois entre deux. Et je trouvais très intéressant, justement, donc c'est pour ça que j'en ai fait la photo la couverture de mon livre. Ça montre aussi le trajet du bouddhisme. Donc là, on arrive à d'autres expressions de cette pratique du bouddhisme, comme vous le voyez donc à travers ces deux photos, le bouddhisme que l'on peut avoir en tête, un bouddhisme plutôt intellectuel, un bouddhisme de la méditation, un bouddhisme de l'enseignement, les pagodes sont aussi des lieux où l'on pratique des cultes populaires, et comme vous pouvez le voir en haut, donc, il y a très régulièrement cette pratique donc, de brûler des offrandes que l'on offre donc aux morts ou aux ancêtres, et le fait de les brûler est un moyen donc de leur transmettre dans le monde invisible, dans le monde où ils sont, des bienfaits qui sont représentés donc par ces objets votifs, ces papiers votifs, qui ont été l'objet pendant de longues années aussi d'interdits de la part du gouvernement, qui est plus ou moins sous contrôle selon différentes époques. On en a vu à Hanoï où il était parfois, selon certaines périodes, interdit de brûler du papier sur les trottoirs, par exemple. Et en bas, donc, des pratiques aussi de divination pour faire appel donc au présage, où il y a différentes techniques que l'on utilise, comme vous verrez, soit des pièces, soit des objets en bois particuliers, et le fait de les jeter permet donc d'avoir des oracles sur sa propre vie. Donc c'est aussi dans la pagode que, tout en étant non bouddhiste, ces pratiques se retrouvent, et une des raisons aussi pour lesquelles la population vient. La photo du haut, c'est pour rappeler, donc on a toujours bien sûr dans des pagodes ces panneaux ou ces endroits où les pratiquants ou les visiteurs aussi peuvent faire des dons, parce que ces pagodes sont bien évidemment
financé par les dons uniquement. Et pour avoir vu plus précisément le panneau que l'on voit, ce qui est assez marrant, c'est de voir que les autorités provinciales, les autorités politiques aussi, à différentes périodes, ont pu être donatrices pour préserver donc ces lieux de culte, ces pagodes, qui, pour les autorités, ne sont pas uniquement, bien sûr, des lieux de culte, mais ce sont des vestiges historiques, des lieux patrimoniaux qui sont aussi des objets très utiles, bien sûr, pour valoriser la province, notamment sur la partie culturelle et sur la partie touristique. Donc, il y a tout un jeu aussi autour de cette patrimonialisation, mais également du développement à la fois économique et culturel, quoi. Quelques points de rappel. Donc, j'expliquais qu'il y a un certain nombre, bien sûr, de sanctuaires de nature différente. Le plus important, au-delà de la pagode, c'est ce qu'on appelle le din, donc la maison communale que l'on trouve logiquement dans tous les villages et qui est vraiment le cœur, si vous voulez, de la vie sociale dans le Vietnam traditionnel et qui reste encore en partie aujourd'hui symboliquement, qu'il faut dissocier de ce qu'on appelle les den qui sont donc des temples qui peuvent être soit plutôt d'obédience taoïste ou qui sont des lieux où l'on pratique les cultes patriotiques, des cultes des héros, des cultes des personnages historiques qui ont eu un rôle régional important, par exemple, et donc on leur voue donc un den. On parle aussi de miu ou de miu, donc les miu qui sont soit des grands temples ou alors plus spécifiquement des temples dédiés à Confucius. Même si Confucius n'est pas une religion, il y a eu des formes de divination de Confucius ou de ses disciples aussi, et ou autrement donc des pagodons qui peuvent être soit des cultes portés à la nature ou à des esprits qui peuvent être de formes très très différentes. Parfois ça peut être au pied d'arbres, ça peut être au croisement de routes ou autre. Donc ces lieux particuliers qui sont les réceptacles donc de génies, d'esprits de différentes natures qui sont là aussi. Et donc dans le bouddhisme, il faut aussi dissocier ce qu'on appelle la pagode, mais qui se distingue aussi des instituts bouddhiques, des centres de méditation, des monastères et autres. Et lorsqu'on sort du cadre strictement vietnamien, il y a aussi donc des lieux de culte différents. Je vous en ai noté deux les plus importants, ce qu'on appelle les Wat, donc, qui sont les monastères bouddhistes dans le bouddhisme Theravada pratiqué par les Cambodgiens, ou encore les Hoi Quan, qui sont ces lieux, ces temples rattachés donc à des congrégations chinoises, où là se mêlent aussi différentes divinités qui relèvent des traditions régionales, des pratiques de corporation ou parfois aussi du bouddhisme. Voilà. Peut-être je pourrais rajouter que dans la slide d'avant, peut-être je vais donner un ou deux exemples pour que les gens se repèrent. Quand vous visitez n'importe quel, pratiquement dans tous les villages importants du delta du fleuve Rouge, si vous demandez où est le Ding, les gens vous amèneront à la maison communale et c'est un endroit qu'on peut visiter, qui est souvent ouvert, pas toujours, mais souvent ouvert, et où on peut voir aussi des très bons exemples culturels, notamment de poutres sculptées, de statues, et qui est aussi l'endroit, la maison où les réunions dans des villageois, hors du côté du comité populaire qui est beaucoup plus politique et qui ressemble plus à une mairie, mais on peut toujours se promener et voir les dignes. Quant au Miu, le culte de Confucius, je pense que ceux qui ont été au Vietnam parmi vous ont visité le Van Miu à Hanoï, qui est le temple de Confucius, et il en existe un aussi, à ma connaissance, à Hue, le long de la rivière des Parfums. Ici, donc voilà, on continue notre introspection dans les arts du Vietnam. À droite, nous avons deux exemples de céramique qui sont de la pagode de Chua Zau, une des premières pagodes du Vietnam qui a été modifiée des dizaines de fois, mais qui est sur un des lieux culturels, comme l'a dit Pascal, du bouddhisme depuis le IIe siècle. Et donc, en haut, on a la statue de Kim Dong, l'enfant d'or, et en droite et en bas, on a la photo de Ngoc Neu, la fille de Jade,
qui sont de chaque côté de la Dame Zhao, qu'on verra plus tard, tout à l'heure, en une autre statue, et donc où on a vraiment des exemples très, je dirais, très fouillés, de très beaux des très belles céramiques, et aussi à gauche, aussi à la pagode Zhao. Là, je laisse Pascal parler du gardien et des détails. Voilà, donc moi j'avais proposé de présenter cette photo qui n'a l'air de rien, donc une statue qui n'est pas d'une très belle facture, mais qui est donc ce représentant donc, du gardien de la pagode. Et ce qui m'a attiré l'œil, en fait, c'est ce que vous voyez en bas, ces deux petites représentations, ces deux petites statues qui sont là pour représenter le génie du sol, en fait. Voilà. Et là aussi, c'est la preuve, si vous voulez, d'une présence d'un culte populaire qui s'intègre aussi dans ce lieu de la pagode, qui n'a rien de bouddhiste, mais qui est là aussi et qui vit en harmonie. Donc là, cette photo, peut-être pour exprimer aussi ce qui relève de la sociabilité aussi du lieu de la pagode, où vous voyez là ce groupe de femmes d'un certain âge qui sont très certainement des femmes venant de villages avoisinants et donc qui viennent là pour faire des offrandes. Vous voyez donc sur le plateau différents aliments, donc le traditionnel bánh-chưng. Vous voyez aussi de l'alcool, donc de la bière. Vous voyez dépasser très légèrement des pilons de poulet, donc il y a des poulets aussi qui sont offerts, derrière des fruits, voilà, pour exprimer aussi en quoi la pagode est le lieu aussi où à différentes époques de l'année, on vient soit pour célébrer ses morts ou alors pour vraiment célébrer des fêtes bouddhistes. Nicolas, tu veux rajouter quelque chose? Oui, en fait, à chaque fois qu'il y a apparition, donc comme le bouddhisme introduit l'idée de ne pas faire du mal aux animaux, évidemment que c'est une religion qui pousse au végétarisme. Et donc, à chaque fois que vous voyez dans une pagode des gens qui se promènent avec une tête de porc ou un poulet, on peut se dire que c'est plutôt lors d'un anniversaire de mort, où on vient apporter les parties du repas qui seront un peu bénies par la pagode et qui après vont se retrouver être mangées par la famille à la maison. Mais on n'est pas dans une célébration bouddhiste. Et bien sûr, les cultes se marient avec sans aucun problème. Les moines voient passer des morceaux de viande et des têtes de porc et ça ne choque personne. Et là, on a la pagode Thaï, où on voit des jeunes femmes endimanchées qui viennent de Hanoï. En fait, c'est la pagode du maître. Et chaque pagode a aussi certains hôtels qui sont vénérés par certains membres de famille. Et là, les deux dames sortent de l'endroit où on a des statues qui représentent les anciens maîtres et les Bouddhas, et donc où on vient faire des offrandes, non seulement le 1er et 15e jour du mois lunaire, mais aussi pendant les fêtes du Tête et également pendant les anniversaires de mort. Et tout à l'heure, je voulais rajouter juste une petite chose. Quand on a montré la proportion des bouddhistes au Vietnam, on a un certain pourcentage, je ne sais plus si c'est 16 ou 20%, mais je peux vous dire que dès qu'il s'agit du 1er et du 15e jour du mois lunaire et du Tête, on approche plutôt des 80%, non pas parce que tout le monde devient bouddhiste d'un coup, mais c'est un moment où on se doit d'aller à la pagode. Et donc, voilà, c'est pas un bouddhisme pratiquant par tout le monde tout le temps, mais à certaines périodes, je pense qu'on est largement au-dessus des chiffres des bouddhistes qui pratiquent tous les jours. Et là, on est aussi à la pagode Tai Phuong, à l'ouest de Hanoï, et où une famille vient célébrer l'anniversaire d'un mort. On voit que les gens portent le bandeau blanc, ou non, pas l'anniversaire, excusez-moi, la mort d'un des proches. Et donc, on prépare également les papiers votifs que vous voyez au premier plan, par terre, sur la natte. Derrière les bâtons d'encens, on a les plats favoris du mort, et puis même des desserts à gauche. Je
crois que c'est du tché ou des choses comme ça. Et on a de l'alcool aussi à droite. Tu veux peut-être. Et donc, on a demandé à la bonzesse qui est au fond à droite de réciter les prières pour le mort. Hmm. Voilà, peut-être pour rappeler aussi l'importance du bouddhisme à travers ses rites funéraires, et que l'on soit pratiquant ou pas, par tradition aussi, on faisait appel à des bonzes pour célébrer aussi les funérailles de ces morts, quoi. Là, une autre photo où vous voyez cette dame qui tient 2 pièces dans une coupelle et qui là aussi donc jette un sort pour tirer des oracles et pour savoir quelques éléments donc sur son futur qu'elle espère le plus bénéfique possible. Nicolas? Oui, donc on est à Phoming dans la province de Nam Ding au nord, dans le delta du fleuve Rouge. Et en fait, ce sont des villageois, peut-être une famille ou carrément une partie du hameau ou du village qui a pris un seul bus et qui vient à la fois faire le tour à la pagode, qui est une pagode très, très renommée, euh, mais aussi qui va avoir une interaction un peu spécifique devant un hôtel qui est dédié ou à un génie ou à un héros local, et donc où on va pouvoir faire l'oracle. Une autre réalité, bien sûr, de ce bouddhisme, c'est le développement depuis quelques années maintenant de pèlerinage. Alors là, on va vous montrer des photos de Chùa Hương, qui est un haut lieu de pèlerinage pour les Vietnamiens du Nord, à quelques dizaines de kilomètres de Hanoï, où l'on va donc d'une part par la terre, et ensuite on prend des barques pour remonter une rivière qui nous amène dans ce lieu, donc, comme vous le voyez, très karstique, où en fait c'est un site spirituel en tant que tel, où outre le bouddhisme, outre des pagodes, on trouve bien sûr d'autres temples dédiés à différents génies, à différentes traditions aussi du taoïsme ou autres, et qui est l'objet, donc, au début de la nouvelle année lunaire, après la fête du Tête, pendant près d'un mois, d'un pèlerinage extrêmement important, comme vous voyez, où ce sont des dizaines de milliers de personnes qui viennent tous les jours, donc, pour espérer se porter la bonne fortune pour l'année qui commence. Et vous voyez donc l'entrée de la grotte et ensuite une des grottes. Nicolas? Oui, alors donc en bas, pour la première grotte, c'était plutôt plutôt des héros ou des dieux locaux. Et là, au fond, on voit les trois Bouddhas avec leurs petites auréoles. Et donc, c'est comme si, voilà, y compris dans cette grotte, qui est une grotte sacrée, on avait aussi l'apparition, les différentes apparitions, à la fois du bouddhisme et à la fois des génies. On voit à gauche, en bas à gauche, il y a un petit génie qui est là en laqué de rouge. Et donc, même, bien sûr, on a ça dans les pagodes et on a ça aussi dans les lieux sacrés. On peut imaginer, un peu comme chez nous, que les lieux sacrés ont été repris petit à petit par les nouveaux cultes. C'est-à-dire qu'avant le bouddhisme, on vénérait, voilà, même à la pagode Zao, on vénère aussi la pluie, le vent, l'eau, la terre. Et donc, et après, quand le bouddhisme arrive, il s'installe dans les mêmes lieux sacrés. Et du coup, on les dédie après au Bouddha, mais ça n'empêche absolument pas qu'on fasse aussi d'autres cultes. Donc là, on rentre vraiment dans un pèlerinage bouddhiste. Donc on est sur la montagne Yentu, qui est à peu près 80 km à l'est de Hanoï, donc sur la route qui mène vers Haiphong et vers la baie d'Along. Et on est donc sur ce monticule qui incarne l'origine d'une première école du bouddhisme vietnamien. Donc, Nicolas a mentionné précédemment le roi de la dynastie Chen, Chen Yuantong, donc le deuxième empereur de cette dynastie, qui, après avoir régné quelques années, décide de prendre le froc et de se faire bonze. Et donc, il va venir en ermite sur cette
montagne, et c'est là donc qu'il va donner naissance à ce que l'on appelle l'école Chuklam, la première donc secte bouddhiste vietnamienne qui se détache de ses origines du bouddhisme Mahayana chinois pour développer donc une ramification d'un bouddhisme spécifiquement vietnamien qui va ensuite se diffuser dans le reste du pays. Donc on est sur là aussi un site qui est un pèlerinage où l'on monte aussi, on poursuit un chemin qui est jalonné à la fois de stupas, de différents espaces, de différentes pagodes que Nicolas va présenter rapidement. Oui, et donc je voudrais quand même préciser pour ceux qui ne parlent pas vietnamien que Chuk Lam, c'est la forêt de bambou, et donc qui est le nom de cette première secte du bouddhisme zen au Vietnam. Et donc là, on a un des temples référents de Chan Yan Tong, pas celui où ses cendres ont été déposées, puisque c'était à Pho Minh, dont je vous ai parlé avant. Mais donc, si vous allez à Yen Te, vous pouvez aussi y aller en pèlerinage le 10e jour du premier mois lunaire, à savoir 10 jours après le Tet. Alors là, vous aurez des milliers de personnes donc, qui circulent. En fait, c'est une montée qui se fait aussi beaucoup entre des pins et qui accède jusqu'au sommet. Et petit à petit, il y a des pagodes qui sont dédiées soit à des gens issus de la dynastie, de la famille de Chan Yan Tong, y compris des femmes, des femmes qui étaient des courtisanes. Voilà, il y a une multitude de petites pagodes. Et à cet endroit, les jours où il fait assez clair, on peut voir, là on ne voit pas vraiment, mais en tout cas, on peut voir le début de la baie d'Along. Et donc, on voit la mer depuis cet endroit. Une autre réalité du bouddhisme aujourd'hui, c'est de plus en plus un bouddhisme qui est pratiqué en ville. Et vous voyez donc sur cette photo donc de Hanoï, pour ceux qui reconnaissent le lac de l'Ouest et la pagode donc Chon Quoc, qui est située dans un endroit particulier, qui est à l'époque bien sûr était dans un espace naturel et qui est aujourd'hui complètement donc intégré dans la métropole de Hanoï. Donc, cette pagode a des éléments particuliers. Oui, en fait, elle aussi, elle est construite aussi par des bois qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et si je me souviens bien, c'est sans tenon ni mortaise, c'est-à-dire que vous pouvez faire voyager la pagode. Et en l'occurrence, celle-ci avait été bâtie à côté du fleuve Rouge et elle a été transportée ici plusieurs siècles après avoir été bâtie. Et donc, elle se trouve aujourd'hui sur cette petite île. Et donc là, on voit des jeunes femmes priant sous le banyan. Là aussi, on est à la fois dans le bouddhisme, mais on est à la fois aussi dans les superstitions, que ce soit le 1er et le 15e jour ou aux environs du Tet. Les gens viennent faire des offrandes, d'une part pour le Bouddha, mais aussi pour la réussite de la famille, pour la réussite dans le travail, aussi pour ce qu'on appelle les papiers, c'est-à-dire que quand on entreprend des démarches où les papiers, la bureaucratie est importante, on doit aussi faire un certain type d'offrande. Et donc voilà, on est entre bouddhisme et aussi toutes les croyances populaires. Donc voilà, donc ça c'est plutôt la dimension pragmatique de la pratique du bouddhisme. Et là, c'est pour évoquer à l'inverse, si vous voulez, le nouvel attrait du bouddhisme d'une jeunesse qui cherche, notamment à travers les cas qu'on le voit sur cette photo, du bouddhisme tibétain, des éléments qui se rapprocheraient donc d'un bouddhisme plus originel, d'un bouddhisme épuré, d'un bouddhisme vraiment qui apporte, disons, à sa vie spirituelle, au-delà d'une approche strictement pragmatique, comme on l'a pu voir jusqu'à présent. Donc ça, c'est une réalité aussi. Ces circulations de bouddhisme au pluriel en Asie et en particulier au Vietnam, où l'on voit donc de plus en plus un intérêt pour ce bouddhisme tibétain. Il suffit d'aller regarder dans les librairies les rayons
qui jusqu'à présent était très étroit, consacré aux religieux, aux religions, et aujourd'hui qui ont tendance un petit peu à s'étoffer. Pour ce qui relève du bouddhisme, c'est donc essentiellement des ouvrages des grands lamas, des grands rinpoché, des grands penseurs de l'Inde aussi, qui prouvent notamment l'intérêt donc auprès de cette jeunesse pour une sorte de retour vers le bouddhisme originel. Donc là aussi une photo pour montrer en quoi chaque comment dire, catégorie de la société vietnamienne aussi vient pratiquer aussi à différentes périodes de l'année la pagode. Et donc c'est en particulier, Nicolas? Donc ça, c'est la pagode des ambassadeurs à Hanoï, et où on voit ces jeunes femmes quittant le travail et venant faire prier. Je pense que c'est probablement un 1er ou 15e jour du mois lunaire. Et donc voilà, et pour moi, il y avait une forme de… Autant avant, être bouddhiste, ça portait à la suspicion, autant aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose de tout à fait normal, et même beaucoup de gens du parti viennent à la pagode. Et on a aussi, tu en parleras peut-être dans les nouvelles pagodes, on a des nouvelles pagodes qui sont bâties par des membres du gouvernement ou des comités populaires. Et là, on est un peu plus dans la superstition que dans le bouddhisme pur. Voilà une photo pour rappeler que le petit temple qui est au milieu donc, du lac de l'épée restituée au centre de Hanoï, donc le temple Ngoc San, n'est pas en soi un temple bouddhiste. C'est, comme son nom l'indique, donc un temple qui relève plutôt du taoïsme. Et j'ai rajouté ce croquis donc, qui rappelle aussi tout le travail de recherche architecturale qui a été mené donc, au cours du début du XXe siècle pour comprendre la structure de ces lieux et pour pouvoir ensuite mieux les rénover. Un autre élément aussi de cette vitalité de la vie religieuse qui est importante, qui ne relève pas non plus là, du bouddhisme. Donc, qui relève plutôt donc, du culte des génies tutélaires et de ces génies que l'on trouve dans les maisons communales et non pas dans les pagodes. Et là, donc, les photos qu'a prises Nicolas dans Hanoï, mais qui rappellent cette tradition des villages, de cette agglomération de différents villages qui forment aujourd'hui Hanoï. Et là, donc, les descendants de ces 5 villages qui, au cours d'une procession annuelle, sortent leur génie tutélaire sur ce palanquin et font une procession qui donne lieu donc à des formes très festives, extrêmement ferventes, parfois même de possession, qui relèvent là aussi d'une pratique spirituelle et culturelle très forte, qui n'a rien à voir avec le bouddhisme, mais qui est important et qui est à présenter aussi dans ce panorama. Je ne sais pas si tu as des choses de plus à dire. Oui, et c'est à noter aussi que même politiquement, aujourd'hui, la politique faisant un petit peu défaut dans les valeurs culturelles en général, compte sur le bouddhisme et sur le culte des héros, donc les héros des villages ou les héros de l'histoire du Vietnam, pour refaire un petit peu cette espèce une valeur commune nationale, et puis des respects de valeurs de la société qui manquent un peu, bien sûr, dans le programme du parti. On se sert du bouddhisme pour favoriser des règles de vie et pour aider les gens à se respecter, à faire du bien autour de soi, etc. Il y a eu un gros manque de valeurs à partir des années 80, et il a fallu que le gouvernement lâche de ce côté-là, et c'est un peu le bouddhisme qui est revenu en première partie disons, qui a pris le dessus, en tout cas pour les valeurs de la société et morale. Voilà, peut-être
Pour résumer, donc le bouddhisme dans le nord du Vietnam peut aujourd'hui être une ressource aussi pour chercher des valeurs qui permettent de s'adapter donc à la vie moderne dans cette transition donc à la fois de l'État et de la société, qui est compatible donc avec les, euh, les logiques bien sûr du développement du pays, qui sont à la fois des valeurs patriotiques, des valeurs de développement, et après bon, les valeurs auxquelles on attribue au bouddhisme. Donc on a d'un côté là ce façonnement, disons, d'un bouddhisme populaire et culturel qui est compatible avec la politique de l'État, disons, et d'un autre côté, un bouddhisme qui va chercher au contraire à s'extraire de cette tradition plutôt syncrétique pour redéfinir des cadres d'une pratique, d'un enseignement qui, lui, va chercher aussi à s'épurer, et on va le voir par la suite. Donc là, on rentre dans la pagode Bodhin. Dans la pagode Bauda, donc c'est une pagode un peu particulière. Le plan a été fait de façon à ce que la pagode en elle-même était protégée de l'extérieur des bandits et des intrus par le fait qu'à chaque fois que vous rentrez dans une allée, au fond de l'allée, vous êtes obligé de tourner complètement à 90 degrés. Et donc, à chaque fois, c'est un peu labyrinthique comme plan. Et c'est aussi un endroit où on enseignait les arts martiaux. Et elle a même été utilisée dans la préparation de la guerre contre les Français, à former des combattants. On enseignait donc les arts martiaux dans cette pagode. Et une autre particularité de cette pagode, donc on est dans la province de Bắc Giang, tu peux province à l'ouest de Hanoï, attends, Bac Ninh. Et donc c'est une des pagodes avec la pagode Vinghem du nord, hein, parce qu'il existe aussi une Vinghem au sud, où on a ces blocs de bois sculptés qui permettaient d'une part de reproduire les sutras, comme on voit en bas à gauche, qui permettaient de suivre donc les récitations. Et donc, ça permettait de diffuser la parole bouddhiste, mais aussi en haut de diffuser des images pieuses, et à droite, des images qui ne sont pas bouddhistes, mais qui tiennent plus qu'est-ce que tu dirais, taoïsme. Oui, ce sont des talismans, oui. Et donc on a ce bloc print, ces xylogravures, ces gravures sur bois, qui représentent aussi le degré à la fois d'érudition, et à la fois le degré artistique de l'époque. Voilà, donc ça exprime les éléments de la culture bouddhiste vietnamienne traditionnelle. Donc on en arrive là à une première césure, disons. On a présenté, selon le déroulement du livre, la première partie du bouddhisme, donc ce bouddhisme du Nord, qui a des particularités très très fortes, comme vous avez pu le voir, qui s'intègre donc, enfin, qui est un élément de ce qu'on appelle en vietnamien le Tam Yao, ou en chinois le San Zao. Donc c'est cette logique du triple enseignement, ce rapprochement entre bouddhisme, confucianisme et taoïsme, qui fait qu'il y a des passerelles donc entre ces grandes traditions de mode de pensée que l'on peut percevoir donc, et qui parfois donc donnent corps aussi à des pratiques populaires telles qu'on a pu les voir, quoi. Là, on passe maintenant dans la deuxième partie qui sera plus brève, consacrée donc au centre-Vietnam, et en particulier donc à ce bouddhisme de Hue, qui a des particularités aussi, où la vie monacale est très très développée, et qui a été aussi un centre d'études bouddhiques depuis des décennies, et en particulier au cours de la deuxième partie du XXe siècle. Donc pour évoquer ça, donc ces deux premières photos tout simplement d'un cours d'enseignement bouddhique, et à gauche donc des jeunes bonzillons qui sont en cours donc de noviciat.
Est-ce que tu veux qu'on fasse une demande auprès des auditeurs pour savoir si on fait une première réaction sur le Nord ou on enchaîne? Oui, on peut faire un tour, oui. Très bien. On peut prendre, oui, quelques minutes. S'il y a des réactions, des questions, des commentaires. Sinon, Sinon, on enchaîne, hein, c'est juste pour… voilà, bah, écoute, on continue dans ce cas, tranquillement. Donc, quelques commentaires sur les photos. Alors, oui, on peut enchaîner. Il n'y a pas de questions qui sont ni par message, ni des gens qui ont réactivé leur micro pour poser de questions. Non, pas de questions par message. OK. Donc là, nous, on est à Hue, la pagode de Baokwok, qui est vraiment une pagode d'enseignement. Et donc, on voit à droite l'enseignement qui se fait aussi en chinois. Je pense aussi qu'il y a un problème aujourd'hui de traduction. Et donc, du coup, les Vietnamiens se basent aussi sur le bouddhisme traduit en chinois. Mais à ce que j'ai entendu, il y a aussi des gens qui s'intéressent à retourner, comme ils l'ont fait au 7e siècle, après euh, quand les, quand les pèlerins, quand les moines chinois retournaient en Inde pour vérifier les traductions. Aujourd'hui, au niveau des Vietnamiens, ils ont énormément de problèmes pour mentaliser un petit peu certains concepts. Et il y a aussi un retour vers les langues anciennes sans passer en essayant d'éviter le chinois, mais en tout cas dans l'enseignement aujourd'hui du bouddhisme, on passe aussi par le chinois. Donc voilà, dans la tradition du bouddhisme vietnamien, bien sûr, une grande partie du bouddhisme Mahayana est passée par les sutras écrits en chinois, et donc ça passe aussi par la connaissance de la culture chinoise, ou au moins de la langue chinoise. Depuis quelques décennies, l'enseignement du bouddhisme a tendance aussi à s'ouvrir, à devenir beaucoup plus multilingue, à retourner là aussi aux sources même du bouddhisme et à regarder du côté du Pali. On sait que au cours de la deuxième partie du XXe siècle, un certain nombre de bonzes sont partis aussi étudier en Inde, notamment à l'université de Nalanda, ce qui fait qu'on a aujourd'hui au Vietnam également donc une vision beaucoup plus polycentrique de ce qu'est le bouddhisme et une possibilité de l'étudier, bien sûr à partir de ces fonds traditionnels que sont les sutras venant du chinois, mais également que l'on peut comparer à travers différentes traditions et à travers différentes écritures. Et ce bouddhisme de Hue en est l'incarnation même. La vie monacale, c'est bien sûr une vie qui est rythmée de façon très, très réglée. On suit les règles monastiques. Une des premières règles, donc, c'est les repas végétariens qui sont pris à un certain moment de la journée, donc avant midi, très souvent, et ensuite le reste de la journée donc est organisé par différentes activités, un lever très tôt le matin, un temps pour la méditation, un temps ensuite pour les activités collectives, un temps pour l'enseignement, un temps pour la préparation du repas. Par moment aussi, on peut sortir de la pagode pour avoir des activités sociales envers les laïcs, et retour ensuite pour la méditation et pour l'étude dans sa chambre ou alors dans sa petite coutille. On est là pour parler du monachisme dans le bouddhisme Mahayana. On n'est pas dans le Theravada où là on a la pratique bien sûr de la quête, entre guillemets, de ces bonzes qui partent le matin pour chercher avec leur bol l'aumône et qui ensuite, à une heure précise, rentrent pour mettre en partage l'ensemble des aliments qu'ils ont récupérés des fidèles pour sustenter pendant leur journée. Alors, j'ajouterais qu'en fait, à Hue, il y a une seule grande pagode du Theravada et qui est la seule qui est habilitée à mendier, à faire en fait
Donc, ils défilent le matin. Ils ont un endroit donc qui est pas au niveau de la citadelle, mais au niveau de la presqu'île, et donc où ils peuvent défiler. Mais il y a vraiment un itinéraire qui est balisé. Et à Saigon, la quête a été interdite euh, en partie, enfin dans les excuses qui sont expliquées, c'est parce qu'il y aurait de faux moines qui feraient de la quête. Mais en même temps, voilà, avant, je sais, dans les années 80, quand je suis arrivé, il y avait toujours des moines qui, avec leur habit safran, donc de la tradition Theravada, qui passaient le matin pour faire leur quête. Et aujourd'hui, c'est interdit, on ne le voit pas dans le sud du tout. En revanche, on peut le voir à Hue, mais que par rapport à une pagode qui a été autorisée. Voilà, Et je donc, dirais aussi que quand les visiteurs viennent voir une pagode où on a, enfin, dédié à l'enseignement bouddhique, c'est très souvent qu'à partir de 11 heures, on vous invite à partager le repas. Comme j'ai été invité à la pagode Zioudé à partager le repas avec les moines et avec le maître, et puis les orphelins. Là, j'enchaîne sur les jeunes que l'on trouve dans les pagodes. Donc à gauche et à droite, d'ailleurs, c'est la pagode de la Dame Céleste à Hue, Lingmu, et où voilà qu'on retrouve ici. Et donc dans les enfants, on a des enfants qui sont envoyés par les familles pauvres pour que les enfants aient un enseignement, parce que l'école au Vietnam est devenue payante et parfois chère. Et donc, on a à la fois des enfants qui viennent pour étudier, ou d'autres qui sont envoyés par les familles pour qu'il y ait un membre de la famille qui puisse un jour devenir éventuellement moine. Et donc, tant qu'ils ont leur, euh, leur petite mèche, là, en feuille de pêcher, ça signifie qu'ils sont toujours en train d'apprendre et qu'ils n'ont pas encore fait leurs vœux. Et donc, ils sont je dirais, c'est presque antérieur au noviciat. donc là, on retrouve la fonction sociale de la pagode, qui est un amortisseur aussi dans cette société paysanne, où pendant très longtemps, les familles avec beaucoup d'enfants, parfois n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins, et donc proposer à ce que la pagode les prenne en charge et s'assure de leur éducation. Et on retrouve encore ça aujourd'hui dans certaines de ces pagodes du centre Vietnam, quoi. Voilà. Et au sud Donc, aussi, on a vraiment des orphelinats, c'est-à-dire des pagodes où on a vraiment des dizaines d'enfants qui sont accueillis là. Ici, on est à Hue, donc à côté d'une pagode, se développent aussi les restaurants végétariens. Énormément de gens, le 1er et 15e jour du mois lunaire, mangent végétarien, surtout des femmes d'ailleurs. Et donc, autant dans les pagodes que autour des pagodes, se sont développés des restaurants végétariens. et ça, c'est peut-être quelque chose à noter aussi au cours de toutes ces années, vraiment la pratique de plus en plus importante du végétarisme. Et à titre personnel, je trouve de plus important ou de façon plus naturelle dans le sud que dans le nord. Mais on voit que, notamment auprès de la jeunesse, cet intérêt pour la pratique parfois temporaire du végétarisme ou face à certaines dates précises du mois ou de l'année, est peut-être là aussi un marqueur de l'intérêt de cette jeunesse pour une certaine forme de bouddhisme ou d'intérêt spirituel de façon plus générale, quoi. Ces deux photos, bien sûr, pour rappeler donc le bouddhisme et la guerre, ces moments dramatiques où vous voyez donc sur la photo de droite les bons et les bonzesses qui se sont immolés à différentes époques pendant la guerre du Vietnam, en particulier dans les années 1963, pour combattre donc la discrimination et la situation de guerre au cours des années 60. Et ces mouvements-là, en fait, sont nés à nouveau dans cette région de Hue, dans ce bouddhisme très, très particulier qui a donné aussi corps à un bouddhisme engagé tel qu'il a été
proposé donc par ce bonze Thich Nhat Hanh, dont vous voyez le portrait dans dans la photo du haut. Ce personnage si je dis pas de bêtises, est actuellement à Hue. Il vit sa dernière période de sa vie, puisqu'il a plus de 80-90 ans, qu'il a vécu une grande partie de sa vie à l'étranger, à partir des années 60, et que c'est uniquement en 2005 qu'il a eu l'autorisation de rentrer au Vietnam, qu'il a fait un deuxième séjour ensuite en 2007 pour renouer aussi, tenter de créer une sorte de réconciliation plus générale donc, entre sa communauté bouddhiste et les autorités actuelles. Et depuis quelques mois, donc, il vivait en Thaïlande, il est retourné aussi à Hue pour terminer sa vie paisiblement, et on verra ce qui se passe le moment venu. Mais voilà, tout ça pour rappeler l'importance historique de ces événements et de ce bouddhisme de Hue. Alors, je précise qu'en fait, il est revenu à la pagode où il a fait son noviciat, à Thu Hieu, qui est sur une petite montagne aux alentours de Hue. Et donc là où je présente cette pagode en parlant aussi du feng shui, qui est important dans la conception des pagodes aux alentours de Hue. D'une part, les pagodes, mais Pascal vous en parlera aussi dans les tombeaux royaux. Et donc ici, on a la porte. Au fond, on a la porte. Derrière, il y a un petit monticule. Donc le petit monticule, cette porte et puis le mur paravent que vous voyez ici sur la photo juste avant la mare sont faits pour protéger des mauvais esprits et des mauvais vents. Après, on a la mare, la première mare qui est devant nous là, un plan d'eau, et ensuite on a un autre plan d'eau, et donc qui vont symboliser le flux et le passage vers l'extérieur. Et puis après, on aura une autre petite colline sur laquelle sera construite la pagode Thu Hieu. Grande présence de la végétation. Vraiment, j'ai remarqué que dans énormément de pagodes, la végétation, on pourrait faire d'ailleurs à elle seule le fruit d'une étude intéressante, c'est-à-dire qu'on cultive l'idée de la présence des arbres, de la présence de la nature, mais en tout cas pour le feng shui, on présente aussi le relief, les plans d'eau et les éléments d'architecture comme la porte et le mur paravent. Voilà, donc tout ça pour rappeler que tout autour aussi des pagodes, à travers les éléments de la nature, il y a des éléments symboliques extrêmement forts qui sont aussi là à décrypter. L'ensemble du paysage qui entoure la pagode est aussi plein de sens. L'ethnobotanique permet précisément d'analyser ces éléments-là. Voilà. On arrive très rapidement, puisqu'on arrive presque il reste un petit peu de temps. On arrive à la partie maintenant du sud du Vietnam. Après avoir évoqué un bouddhisme du centre-Vietnam, qui est plus un bouddhisme intellectuel, un bouddhisme zen, un bouddhisme de la méditation, un bouddhisme de l'enseignement, on arrive maintenant au sud avec d'autres spécificités qui relèvent donc des éléments de doctrine, mais également que l'on voit plus précisément, c'est l'objet ce soir-là, de l'architecture, avec cette évocation d'une des plus vieilles pagodes de la région de Saigon, la pagode Yak Lum, qui date du XVIIIe siècle et qui a été donc bien sûr rénovée, mais qui est une pagode très importante dans l'histoire de la ville de Saigon ou de la métropole saigonaise aujourd'hui. Oui, alors je rajouterais que dans l'architecture, ce qui est rigolo au sud, donc quand on voit à gauche la photo de la pagode Yak Lum, en fait, la forme elle-même rappelle un des gâteaux de riz qui s'appelle Banh Hit du sud, qui a une petite forme un petit peu pyramidale, et donc où on reprend cette forme que vous trouverez très souvent dans le delta du Mékong. Et puis à droite, vous avez les images donc gravées sur des bois de jacquier
et qui servait aussi à illustrer donc la vie du Bouddha. Vous voyez le Bouddha en haut avec sa mère, et puis après en bas dans d'autres épisodes de sa vie. Et vraiment, dans la facture de ces bois qui sont à la fois laqués de rouge et parfois dorés, on a aussi une expression très artistique et qui permettait aux gens qui ne savaient ni lire ni écrire de comprendre un peu les étapes importantes. Là, ces bois se situent dans le réfectoire qui est à l'arrière de la pagode. Voilà, une photo pour rappeler aussi que dans le développement de cette société au sud Vietnam, les Chinois, les premiers migrants chinois ont joué un rôle important. Donc les réfugiés de la dynastie Ming, lorsque les Ming tombent et que les Qing arrivent, donc prennent le pouvoir en Chine, une partie des légitimistes décident de quitter le pays par bateau et vont trouver refuge donc du côté des princes Nguyen, les ancêtres des rois de la dynastie Nguyen, qui dominaient la région du sud Vietnam, qui les a autorisés donc, à s'installer. Et ces Chinois donc, ont créé des premiers noyaux de vie collective au nord de Saigon, dans la province de Bien Hoa, mais aussi vers le delta du Mekong, dans la région de My Tho, et autour, bien sûr, de Saigon, dans la région de Chelun. Et donc là, vous voyez donc une photo d'une des plus vieilles, voire la plus vieille pagode chinoise de la région de Bien Hoa. D'autres photos pour évoquer aussi la pratique du bouddhisme, à nouveau le bouddhisme comme religion de la mort, où on voit qu'au cours du décès d'un membre de la famille, on se tourne donc tout naturellement vers un bonze, où on va à la pagode pour donc organiser les funérailles. Mais les pagodes, ce sont aussi des lieux où l'on peut pratiquer la médecine traditionnelle. Là, de mémoire, on est aussi dans une pagode chinoise. Oui, Nicolas, c'est ça? Je ne sais pas si tu as des choses à oui, dire. donc, dans la précédente, en fait, je voulais juste préciser que, en fait, on est dans une ruelle, dans un hem, et la ruelle, elle est minuscule, et donc, simplement, à gauche, on a sorti un autel sur lequel on présente les photos de la famille et du défunt, et on a le bonze qui récite ses sutras en frappant sur le morceau de bois. Et puis, vous voyez à droite, on est carrément à l'intérieur d'une maison. On voit un personnage qui est assis par terre avec une moto. Et donc, dans ces toutes petites ruelles, on sort les nattes par terre pour que les gens puissent s'asseoir, enlever leurs chaussures. Et donc, on a la cérémonie qui vient devant le lieu, devant la maison, en plein milieu du hem. Et c'est une cérémonie différente de celle de la pagode, mais on vient carrément dans le lieu habité par les gens. Peut-être pour préciser, pour les gens qui ne connaissent pas, le hem, en fait, ce sont des toutes petites ruelles qui fait que là, c'est comme si on était dans la ruelle et la cérémonie qui se fait à domicile, en fait, l'ensemble des voisins participe de fait, en fait, hein, puisque dans ces hem, dans ces lieux, en fait, les gens vivent vraiment entassés les uns à côté des autres ou les uns avec les autres, quoi. Donc voilà, l'évocation là de la médecine traditionnelle avec la technique donc de l'analyse du pouls, en particulier là cette tradition chinoise, qui fait que la pagode est aussi un lieu où on peut venir consulter gratuitement ou à moindre frais, et un endroit aussi où on peut récupérer de la médecine traditionnelle, une pharmacopée qui est là aussi pratiquée de façon traditionnelle dans différentes pagodes, certaines branches du bouddhisme s'étant au sud spécialisées notamment dans cette pharmacopée ou dans cette naturopathie. Voilà. C'est dans les pagodes khmères aussi, dans le delta du Mekong, il y a très souvent une pharmacie et il y a une permanence qui est annoncée à l'entrée de la pagode, où on peut savoir à quelle heure le médecin passe quel jour.
Voilà, donc une autre photo d'un autre temple chinois, donc qui se trouve là dans le quartier de Cholon, le quartier 5 aujourd'hui de Ho Chi Minh Ville, le temple de la déesse Tien Ho. Nicolas? Oui, en fait, dans les éléments de décoration, on voit en haut tous les éléments de céramique. En fait, ils sont venus avec leurs artisans. Et donc, du coup, tous les toits, les faîtages sont décorés souvent de scènes qui rappellent ou la cour ou les romans de cour chinois. On n'est pas du tout dans le bouddhisme, mais en tout cas, on sait d'où on vient. Il y a vraiment une particularité de ces pagodes, de ces temples chinois qui ont repris les décorations de céramique venant de Chine. Et je dirais aussi que c'est des temples très importants pour tous les Vietnamiens, c'est-à-dire que le jour du Tet, pratiquement tous les Saïgonais, dans les jours du Tet, vont passer dans cette pagode Tien Hao. Donc, dans le temple Tien Hao. L'idée, c'est que vraiment, chaque temple, y compris des temples hindous, puisqu'il en existe à Saigon, apporte des bienfaits. Et donc, il faut absolument les visiter pour être sûr de mettre toutes les chances de son côté. Donc voilà, on avait évoqué précédemment une pagode bouddhiste, vraiment dans la région de Bien Hoa. Là, on se trouve plutôt dans un Hoi Quan, donc dans ce temple d'une congrégation de Chinois venant d'une région particulière du sud de la Chine et qui vouent donc un culte à cette déesse en particulier. Et donc les Vietnamiens viennent également pour tirer bénéfice de cette divinité à qui on attribue un pouvoir particulier, que ce soit ici ou que ce soit aussi dans les temples hindous de Saigon. Donc là, on voit aussi à nouveau le pragmatisme général des Vietnamiens. Là, le temple de Dachau, le temple Ngoksen, donc qui est également un temple à l'origine taoïste, donc dédié à l'empereur de Jade et qui est devenu donc au fil du temps un lieu qui a été bouddhisé. Donc Nicolas, tu avais Oui, en fait, c'est une pagode qui est très importante pour les femmes qui souhaitent devenir mères. Donc, il y a une salle qui est voilà, où là, donc enfin, on fait une circonvolution à l'intérieur de la pagode, mais pratiquement tous les gens qui passent dans la pagode viennent dans cette salle où on a toutes ces statuettes de mères. On a la femme, la mère et puis l'enfant qui est en bas dans un vêtement bleu. Et donc, on est toute une cohorte de ces femmes. Et il y a une vraie pensée à la fois de vénération et de respect. Euh, Très souvent, même si on est bouddhiste, pas bouddhiste, on vient dans cette pagode pour avoir plus de chances de devenir mère. Voilà, et juste là pour rappeler que les petites tableaux que vous voyez, ce sont les représentations là aussi illustrées des différents niveaux des enfers bouddhiques. Donc pour rappeler que le Bouddha Tikitarba est aussi ce bodhisattva qui a décidé de rester dans les enfers pour venir donc sauver l'ensemble des morts qui passent donc par ces enfers. Pour rappeler le bouddhisme. On en arrive donc à notre toute dernière partie, donc la partie consacrée au delta du Mékong. Vous voyez donc, bien sûr, à travers ces deux photos, l'importance de l'élément eau du fleuve qui est au cœur de tout ça. Les photos que l'on va vous présenter, là, on part directement au bout du delta du Mékong vietnamien, à la frontière cambodgienne, pour évoquer certaines pagodes, ou certains lieux aussi, en particulier donc cette pagode que l'on appelle la pagode Dayan, qui a été donc qui date du 19e siècle, qui est le lieu aussi d'un culte particulier régional sur lequel je reviendrai peut-être. On est sur une petite colline, le mont Sam, donc à quelques kilomètres de Chodok, et là aussi c'est au-delà de la pagode, c'est un ensemble en fait de sites, de différents lieux
qui est l'objet aussi d'un pèlerinage important de gens de la région, mais également de Saïgonais qui viennent, pareil, au début de l'année du Tête, non pas pour aller dans cette pagode-là, mais pour aller visiter un autre temple qui est juste en face, qui est le temple dédié à la déesse du territoire, Bakyosu, que vous voyez ici, complètement donc, habillé lourdement d'habits dorés extrêmement riches, et que vous voyez engoncer aussi un visage matiné, parce que tout simplement cette divinité est il y a toute une légende aussi qui a été écrite autour de cette divinité que l'on a trouvée en bas de la montagne, et c'est là où on l'a trouvé, que l'on a érigé donc le premier temple, et qui au fil des décennies jusqu'à aujourd'hui est devenu quasiment un sanctuaire extrêmement important, où des dizaines et des centaines de milliers de Saïgonais, et en particulier de Saïgonaises, de commerçantes, viennent aussi pour espérer avoir le bon œil pendant l'année. Cette divinité, cette déesse du territoire, est en fait à l'origine une vieille statue khmer de tradition hindouiste qui a été retravaillée et finalement vietnamisée pour réutiliser cette statue et en faire une divinité qui ancre à la fois le territoire pour des raisons de souveraineté, on va dire, territoriale, mais également pour dégager toute une spécificité spirituelle qu'on attribue donc à cette déesse. Donc là, il y a aussi autour de ces cultes des déesses, de ces divinités féminines, tout un système aussi que l'on retrouve du nord jusqu'au sud du Vietnam, même si ces divinités changent d'une région à une autre, finalement la fonction de ces cultes reste relativement identique. Je ne sais pas si Nicolas. Et donc, je rajouterais, bon, là, on voit qu'on n'est vraiment pas dans le bouddhisme quand on voit les cochons de lait qui sont offerts et qui vont finir voilà, sur des nattes en pique-nique ou dans une maison familiale. Mais voilà, si tout à l'heure on a parlé du temple Ngoc Hoàng à Dachau par rapport à la féminité et par rapport au fait à la maternité, là on est dans le temple du business et j'ai même vu des amis qui sont vraiment très cartésiens, mais qui sont tellement superstitieux, qui sont venus et qui vont chaque année faire des offrandes et se recueillir dans ce temple en venant de Saigon et même de plus loin pour être sûr que leur business dans l'année à venir se porte bien. Voilà, donc l'évocation de différentes sectes bouddhistes qui sont très très particulières de cette région, qui sont liées aussi donc à un culte bouddhiste messianique très particulier qui est né au 19e siècle dans ce delta du Mékong, qui a donné lieu donc à différentes branches, disons, d'un bouddhisme très particulier, qui est à la fois un bouddhisme généralement à domicile, même si vous voyez que là, il y a une pagode, un bouddhisme qui est très laïque, un bouddhisme qui est messianique aussi, puisqu'on porte finalement un culte à un sauveur que l'on attend, qui a pris différentes formes. Et donc, je n'irai pas plus loin, disons, dans l'explication, mais juste pour vous montrer sur cette photo que là, on est dans une épure totale et que le tissu rouge qui est accroché derrière l'autel est précisément la représentation abstraite du Bouddha. L'idée, en fait, c'est que on représente la bouddhéité et non pas le Bouddha avec un culte des statues. En fait, on est dans un aniconisme très très particulier qui est apparu donc à la fin du 19e siècle. Quelque chose de très très original, mais qui est une réalité aujourd'hui. Donc cette communauté qu'on appelle les Tuhen Yungir, qui vivent dans un district très particulier à la frontière du Cambodge, représente une communauté de quelques dizaines de milliers de fidèles, mais c'est un culte toujours actif. Un autre qui est lié aussi à cette tradition
d'un bouddhisme millénariste du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle donc le bouddhisme Huahao, qui est, lui, s'est développé sur toute une partie de l'ouest du delta du Mékong, dans un village qui s'appelait Huahao, par un personnage donc, dont vous voyez le portrait, Huin Fuso, qui a été pour les adeptes donc la réincarnation de ce prophète, de ce sauveur qui a eu un destin particulier au cours des années, enfin au cours de sa vie, puisqu'il est décédé dans les années 1940. Mais ce culte-là aussi perdure. Il représente une communauté officiellement de 1,5 million d'adeptes. On pourrait peut-être penser que la communauté est beaucoup plus importante. Et là aussi, on voit, au-delà du culte et de la vénération portée à ce personnage saint, qui est considéré aujourd'hui comme un bodhisattva, on voit aussi derrière donc, des statues qui ont été quand même intégrées dans une pagode, parce que cette pagode en fait était antérieure, donc ils ont gardé les statues, mais on voit aussi derrière donc ce panneau, ce tissu rouge, enfin de couleur rouge, qui est là aussi pour évoquer donc la bouddhéité. La bouddhéité. Voilà. Donne une photo plus spécifique. Voilà. Mais parler du sud et du delta du Mékong et parler du bouddhisme du delta du Mékong, c'est bien évidemment rappeler l'antériorité et la vitalité, là aussi, du bouddhisme Theravada, du bouddhisme Khmer, cambodgien, qui est toujours pratiqué et où l'on compte donc dans le delta du Mékong. C'est là aussi un paradoxe, mais parmi les plus belles pagodes cambodgiennes, puisqu'une grande partie des pagodes anciennes ont malheureusement été détruites au Cambodge au cours des tristes événements de ces décennies passées. Nicolas? Voilà, donc là, on est près de Chaving, dans un temple du Mahayana. Et donc, on suit une procession pour accompagner un des bondes qui va fêter ses 60 ans de vœux. Et donc, on le voit là, à droite. Et c'était vraiment un moment assez fabuleux. Tous ses confrères lui jettent des pétales de fleurs. Et donc, lui, il prend les fleurs dans sa main, les respire, et donc, il continue à lui jeter une espèce de pluie de fleurs en chantant des sutras. Et vraiment, il y a eu un moment très, très particulier où on a senti le bonheur de cet homme d'être fêté par ses confrères, par tous ses moines, et comme si c'était un peu le cadeau de 60 ans, de vœux au bouddhisme. Donc, vous voyez donc le lieu de cette cérémonie. Donc, c'est on appelle vraiment le sanctuaire, le cœur du Wat, du monastère, puisque dans le bouddhisme Theravada et dans le bouddhisme cambodgien, pratiqué aussi par ces Cambodgiens du Vietnam, le monastère est un ensemble en fait qui est composé de salas, de salles de méditation, de pratiques rituelles, les lieux aussi, les dortoirs où l'on dort, la cuisine, etc. Et là, on est au cœur du sanctuaire. Vous voyez donc sur les murs la représentation illustrée de la vie du Bouddha que l'on trouve régulièrement dans ces pagodes, des pagodes très très simples avec juste des colonnes des deux côtés, un espace central où l'ensemble de la communauté, le Sangha, vient pour les cérémonies. En face de l'autel, un autel qui est généralement restreint à la représentation du Bouddha historique, Sakyamuni, représenté sous différentes postures, mais on n'a bien évidemment aucune représentation ni des bodhisattvas, ni des Bouddhas transcendantaux que l'on peut avoir dans le bouddhisme Mahayana, et encore moins toutes les divinités de la tradition vietnamienne qui viennent s'insérer et créer un panthéon relativement riche. Là, on reste vraiment dans cette tradition donc, du bouddhisme Theravada, tel qu'on peut le voir avec des similitudes, bien sûr, sur ce qu'on voit en Thaïlande ou même au Laos et aussi en Birmanie. Voilà, donc on a notre moine qui est aussi couvert de médailles. Donc on sent peut-être qu'il a aussi mis ses médailles pour montrer l'importance dans la province et le fait d'être reconnu par les autorités.
Et donc voilà pour oui, c'est quand même un des pays d'Asie, ou c'est le pays d'Asie où on a ces deux bouddhismes qui se rencontrent, ce qui est un petit peu perturbant quand on visite les pagodes pour la première fois au nord, au centre, au sud, et que comme certains touristes des fois vont à toute allure et vont d'une pagode à l'autre et ils se paument un peu. Et c'est quand même le pays d'Asie où on a d'une part les deux bouddhismes qui se rencontrent et en plus tous les cultes antérieurs qui continuent à être célébrés. Donc, même moi, pendant 3 ans, où j'ai essayé d'étudier toutes ces sources spirituelles, c'est très compliqué de se repérer. Et donc, dans la même pagode, pardon, on est à Sokchang, et on a à gauche les sutras qui sont gravés, pyrogravés sur des feuilles de latanier. Et puis à droite, on a des colonnes de bois qui ont été décorées par des artistes chinois au 19e siècle. Et c'est une des plus belles pagodes que j'ai rencontrées, pagode de style khmer. Et il faut bien se dire qu'au Cambodge, pratiquement tout a été détruit. Et donc, pour moi, il y a vraiment, parmi les plus beaux exemples des pagodes khmer, se trouvent dans le delta du Mekong et moins au Cambodge, mis à part la pagode d'argent à Phnom Penh. Et je rajouterai sur la photo, on voit aussi les carreaux Ouais. d'époque coloniale, quoi. Voilà. Alors, pour finir, je voulais vous mettre, voilà, juste une petite balade visuelle de très belles pagodes du Nord, malheureusement un petit peu restaurées, donc je suis pas sûr que vous arriverez à retrouver les mêmes endroits. Ça, c'est à la pagode Bada, à Boda, c'est le lit du moine principal. Et puis, voilà, ça, c'est à la pagode Phoming, une fidèle qui vend aussi des boissons juste à côté. Et puis, après, voilà, ce sont les dames qui viennent régulièrement, chaque jour ou chaque semaine, pour nettoyer la pagode et qui profitent de la sieste pour se reposer un peu sur une natte en mettant la tête sur les plateaux d'offrande. Et puis là, voilà, c'est un ou une novice, je me souviens plus. En fait, j'ai pas réussi à l'identifier, donc je me souviens plus. Mais ça n'empêche pas, ça fait un rappel à la couverture du livre, un petit peu androgyne. Et voilà, et ça, c'était simplement une petite anecdote, c'est-à-dire que je savais absolument pas quelle serait la couverture de mon bouquin sur les pagodes du Vietnam. Et quand je suis arrivé à la pagode Bút Tap, qui est une des principales pagodes du Nord, qui a été décrite par Bezacier, donc, et qui a été restaurée par Bezacier au 19e siècle, j'ai vu une forêt de Bouddhas. Alors, pour nous, les plus importants sont les 3 Bouddhas du fond, qui sont énormes, etc., et qui sont laqués en rouge et or. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une jolie petite statue qui est à gauche, en bas à gauche de l'écran. Et si tu peux passer à la photo d'après, eh bien, en fait, je me suis dit, mais si, cette statue c'est une toute petite statuette qui doit faire 15 cm de haut, mais quand même, ce visage est intéressant. Et là, tu peux passer à la dernière image, et donc c'est celle que j'ai choisie pour la couverture du bouquin. Donc, c'est aussi l'anecdote de comment on trouve des images pour une couverture sans s'y attendre. Voilà, bah, écoutez, on a fait le tour de cette présentation, cette pérégrination donc, du nord au sud du Vietnam pour vous présenter à la fois la richesse, le foisonnement, l'intrication de bouddhisme au pluriel et puis de ces cultes populaires qui viennent s'immiscer dans différents endroits, en particulier dans le nord du Vietnam, ces différentes architectures aussi, ces différentes histoires qui sont, j'espère, à travers le livre de Nicolas, une invitation au voyage, à la découverte.